Bonjour à toutes et tous, merci d'être là, bienvenue dans cette troisième saison de Histoire de jeux vidéo en Belgique. Cette fois-ci, on a l'immense honneur et le plaisir d'avoir Vincenzo Bianca, le fondateur et le CEO de Endzone, avec qui on va pouvoir discuter de sa passion pour le jeu, pas uniquement le jeu vidéo d'ailleurs. Vincenzo, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, un jalon important du jeu vidéo en Wallonie dans l'écosystème. Donc... C'est toi qui le dis. Ah bah oui. Merci. Ça justifie ta présence aussi. On va commencer classiquement par le jeu et toi. Comment est-ce que ça commence? Qu'est-ce qui t'a accroché? Est-ce que c'était le jeu vidéo? Alors le jeu et moi, ça, depuis tout petit. Mais tellement ça date. C'est ça, t'as Il y a pas un événement longtemps, il n'y a marquant. pas un truc marquant. Mais on a toujours joué dans la famille et à tout type de jeu. T'as des frères? Ouais, j'ai deux frères. Plus âgés? Un plus âgé? Un plus âgé, un plus jeune. Okay. 5 ans et demi de mon aîné et 1 an mon plus jeune frère. D'accord. Et oui, du coup, on a toujours joué, que ça soit aussi bien aux jeux de société, aux jeux entre frères qu'on pouvait faire qu'aux jeux PC. Okay. Parce qu'on a eu très tôt la chance d'avoir un ordinateur à la maison, drivé par mon grand frère. Et du coup, oui, on a toujours eu du plaisir à jouer et à se retrouver autour de sessions de jeu, quoi. C'est ça. Et au niveau jeux vidéo, tu dis jeux PC, il y a des jeux qui t'ont marqué, qui te reviennent, ou c'est plus flou et ça participe juste d'un écosystème de l'époque avec tes frères? Non, il y a plein de jeux. Enfin, oui, il y a plein de jeux qui m'ont marqué. Si tu pars au niveau des tout premiers jeux, c'est Barbarian. Okay. C'est un vieux jeu sur PC, et je te dis ça, c'était en 91, 92, un truc comme ça. En noir et blanc, sur un monochrome, sur un ordinateur monochrome avec des grosses disquettes, exactement, okay, voilà. Ouais. Et on joue à ça, etc. J'ai revu des vidéos de ce truc-là, ça avançait frame par frame. Fallait aimer, vraiment. Fallait vraiment aimer. Mais ça, c'est des chouettes expériences de jeu, parce que ça marque au niveau de la première expérience avec le média, quoi, là-dessus. Et puis après, plein de sessions de jeu où on se passait la manette quand on mourait avec mes frères. Et puis après, il y a eu les jeux de course, les jeux de combat. On était des grands fans de toute la saga Tekken, Mortal Kombat, où on a passé des heures, etc. dessus. Les Zelda, grand fan de Zelda aussi. Donc oui, il n'y a pas un jeu vidéo comme ça qui marque. C'est plus une ambiance générale. Oui, exactement. C'est plein d'expériences. Ok. Mais ce dont on a parlé, c'est que ce qui a vraiment, on va dire, ancré ta passion pour le jeu, c'est les chasses au trésor. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Alors, je dirais pas que c'est ça qui a ancré ma passion pour le jeu, mais puisque je suis joueur et que j'aime bien jouer à tout type de jeu, la chasse au trésor est aussi un jeu et j'ai trouvé beaucoup de plaisir et c'est une passion qui est restée, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que maintenant, dans mon expérience de joueur, je joue aussi bien à du jeu de société que du jeu vidéo, que des applications mobiles et que du jeu grandeur nature, quoi. Donc, tu fais du jeu de rôle grandeur nature? Je fais du jeu de rôle grandeur nature, ouais, voilà. Que tu organises ou que tu... Alors, j'ai organisé comme bénévole pendant des années avec Billard Pavatar, qui est un des plus gros jeux de rôle grandeur nature de Belgique. Ouais. Mais sinon, maintenant, je suis joueur, donc voilà. Et donc, tu trouves du temps pour faire des sessions de 48 heures Exactement. Écoute, alors maintenant, mon fils est né à 8 ans, donc je le prends avec moi. Donc ça, c'est cool, c'est une activité familiale. Voilà, c'est un prétexte un peu plus facile pour le faire. On a été en septembre dans un super GN qui s'appelle Hydrasil, un GN dans le monde viking. Oui. Et on a passé un week-end habillé en viking, voilà, sur champs de bataille, sur des négoces, etc. Excellent. Voilà, donc, et alors, du coup, par rapport à ta question sur les chasses-trésors, oui, j'ai découvert les chasses-trésors, j'avais 8 ans. Je vois une émission, on est dans le salon, et je vois une émission de Chavannes qui passe et qui présente à ce moment-là une chasse-trésor qui s'appelle Sur la trace de la chouette d'or. Et là, il montre
il montre le trophée qui est une chouette en or, il parle de 3 kilos d'or, enfin vraiment, t'as un gamin de 8 ans, on te parle d'un trésor. C'est un vrai trésor en plus. Génial, quoi, tu vois. Et ce que je dis tout le temps, tu vois, qui n'a jamais rêvé de participer à une vraie chasse au trésor avec un vrai trésor, quoi. Et t'as 8 ans, tu vois ça, tu dis, bah, chaud. Mais il n'y a pas Internet. Comment tu fais pour prendre contact? Comment ça se lance? Ça se lance. Alors, tu as quand même un peu tu peux aller dans des bibliothèques, tu trouves le bouquin. C'était à partir d'un livre? Comment ça marchait la Chouette d'Or? Donc, la Chouette d'Or, c'est un livre avec une série d'énigmes visuelles et textuelles. Et à partir de ce livre-là, tu peux tout résoudre de chez toi jusqu'à trouver l'emplacement final où là, tu es obligé d'aller sur place, prendre ta pelle, creuser un trou et sortir de terre la contre-marque. Donc, c'était une réplique de la chouette en bronze qui était. Ah oui, ils n'avaient pas enterré les 3 kilos d'or. Non, ils n'enterrent pas le trésor. Et ça date de l'époque de Kit Williams, qui est un Anglais, qui en 1979 a lancé la première chasse au trésor du genre en Angleterre, qui s'appelle Mascarade, et qui a vraiment lancé et popularisé ce concept de chasse au trésor organisée. Et en gros, en 1993, Max Valentin et Michel Becker s'inspirent du concept pour créer eux-mêmes leur chasse au trésor en France. Autour de la Chouette d'Or. Et tu disais que le fait de ne pas enterrer le trésor date de l'époque des premières. C'est parce qu'il y a eu des problèmes sur les premières? Oui, alors c'est pour ça, parce qu'en fait, Kit Williams a donné l'emplacement à sa femme, qui est devenue son ex-femme. Et qui est repartie. Qui n'est pas repartie, qui a envoyé son nouveau compagnon aller chercher la contre-marque. Et depuis lors, voilà, c'est tellement nouveau que chaque chasse au trésor apprend un peu des précédentes, etc. Même nous, lorsqu'on crée, on essaye de les bonifier de chasse au trésor en chasse au trésor. On va revenir sur votre pratique chez Endzone, parce que finalement, vous êtes des créateurs de chasse au trésor. Ah ouais, carrément. Et même avec des médias qui concernent plus l'émission, c'est-à-dire le jeu vidéo, mais on y reviendra. Encore un mot sur la chasse au trésor. Donc, tu as participé à la chasse initiale, je veux dire, de la Chouette d'Or. Elle vient d'être trouvée ou elle a été trouvée il n'y a pas si longtemps? 2024, en novembre 2024. C'est ça, tu m'as dit 35 ans 31 ans. 31 ans. Ouais, 31 ans de chasse. Et elle continue quand même encore un peu. Parce un chercheur aime bien chercher. Et donc, ici, il y a des zones un peu d'ombre sur la folle à chasse. Et donc, du coup, voilà, il y a des gens qui continuent de chercher. Et moi, je continue encore à m'intéresser parce que quand on est passionné, on reste passionné. C'est ça. Et parce qu'il y a une forme de... comment vais-je dire ça? Il y a le butin qui a été trouvé, mais on n'est pas sûr que ce soit le butin original. Il y a toute une mythologie qui se crée autour même de l'action de chasser. Tu vois, c'est pas juste trouver le résultat. Il y a le process qui est intéressant. Mais carrément, voilà, la chouette, 31 ans, forcément, 31 ans, il y a tellement de choses fantasmes qui se projettent. Etc. Il y a un des deux auteurs qui est décédé, l'autre qui a repris le jeu en ayant des solutions. Est-ce que c'est les bonnes, est-ce que c'est pas les bonnes? Il y a des fois un petit flou. Quand il a été vérifié la cache, il a vérifié, mais il n'y avait plus rien. Il a remis quelque chose. Maintenant qu'on a accès aux solutions, parce qu'elle a été trouvée, il y a des questions qui se posent. Voilà, donc ça nourrit le mythe d'une chasse au trésor. Et on remarque que c'est un peu le cas sur plat de chasse au trésor. Quand il y a une chasse au trésor aux États-Unis qui a duré 10 ans, la chasse au trésor de Forrest Fenn, il y a eu aussi toute une série de questions à la fin de la chasse parce qu'en gros, on s'est investi tellement de temps dedans. Émotionnellement aussi. Mais oui, quand c'est fini, on n'a pas envie que ça soit fini, en vrai. Tu vois, donc tu as quand même envie de continuer. Et donc ça fait partie aussi de l'aventure. Et c'est ça qui est beau aussi avec une chasse au trésor. Et tu parles de ça avec beaucoup de passion, donc j'ai presque envie d'aller chercher avec vous. Donc, ça, c'est la première grande étape, je veux dire, structurante dans ton parcours. C'est cette passion pour le jeu sous toutes ses formes, les chasses au trésor, etc. Puis, tu enchaînes avec des études ici à l'Université de Liège. Tu peux en dire un mot aussi? Mais pour rajouter un élément au niveau du jeu, quand j'ai 15 ans, je fais une formation pour devenir animateur de centre de vacances. Oui. Et c'est ça aussi qui me donne envie sur la création et la structuration de jeu.
C'est-à-dire qu'on apprend des méthodes justement de création de jeux, de création d'histoires, de création... C'est la première fois que tu as cette posture un peu réflexive alors. Enfin. Exactement, là-dessus. Mais je sais que j'ai toujours bien aimé créer des jeux parce que j'ai retrouvé une vieille ébauche quand j'étais en 5e primaire. En 5e primaire, il y avait un projet pour créer, on devait créer un projet. Et moi, ce que j'ai proposé de créer, c'était un jeu. Tu vois, okay. Donc, voilà. C'était là-dedans. C'était déjà ancré. C'était déjà ancré. Donc à 15 ans, je fais cette formation-là. Et puis alors, je commence mes études à l'Université de Liège. Je fais le bac psycho et le master en sciences de l'éducation pour devenir psychopédagogue. J'hésitais avec plein de trucs parce qu'à la base, je voulais être physicien ou comédien. Et puis finalement, je fais la psychopéda. Et ce qui m'intéresse, c'est beaucoup justement l'expérience utilisateur. Donc je fais mon mémoire là-dessus. Et je continue à creuser l'idée de la gamification des apprentissages. Quand tu parles d'expérience utilisateur, c'est au niveau de l'interface directement de logiciels numériques ou bien c'est plus large que ça? Ça peut être de l'UX pour du jeu de table. Ça peut être... Comment tu définis dans ta réflexion l'expérience utilisateur? Moi, ce que je voulais vraiment, ce qui m'intéresse toujours, c'est voir à un moment donné comment l'utilisateur rentre en contact avec le média et comment est-ce qu'il va pouvoir justement naviguer dedans, le comprendre, etc. Donc il y a cette expérience UX qui passe aussi par de l'UI, mais c'est vraiment cet ancrage UX. Donc moi, dans mes mémoires, j'analysais l'activité cognitive et procédurale des étudiants en situation d'apprentissage. Et donc j'essaie d'essayer de voir en fait qu'est-ce qui se passe à un moment donné. Donc ce n'est pas juste de l'UX appliqué, c'est aussi savoir qu'est-ce que ça fait au cerveau. Enfin, comment... Exactement. Comment en fait, comment est-ce que tu interprètes, comment est-ce que tu procèdes, tu processes ton apprentissage. Exactement, exactement. Intéressant. Et donc ça a été gardé parce que du coup, ça reste une passion, donc je continue à travailler. Et c'est une compétence que tu peux mobiliser dans ton travail de création de jeux aussi. C'est l'apprentissage des règles, ce genre de choses. Oui, mais et souvent c'est un truc. Dans les équipes, on voit. Tous les vendredis, je teste tous les jeux. Les jeux développés dans notre studio. Oui. Et effectivement, j'ai toujours des feedbacks orientés utilisateurs, quoi. C'est-à-dire, ouais, mais alors là, sur l'utilisateur, ça, c'est pas compréhensible, ou ça. Et après, on teste en vrai avec notre public cible qui vient tester le jeu en live, etc. Et je confronte les hypothèses, voir si effectivement ce qu'on a imaginé match avec l'utilisateur ou pas, quoi. C'est ça. Tu es en fait le premier bêta-testeur finalement de carrément, ce produit. Carrément. Okay. Donc, et c'est marrant parce que du coup les développeurs ils disent toujours ouais mais les utilisateurs ils vont pas faire ça. Mais partons du principe que si. Et ça s'avère de temps en temps. Oui, c'est vraiment intéressant parce que il y a tout un débat sur ce qu'on appelle le play model, donc la capacité à trouver un chemin qu'on impose d'une certaine manière aux utilisateurs. Et généralement, la plupart des joueuses ou des joueurs font n'importe quoi. Ils s'en foutent du play model, ils essayent des trucs, et puis parfois ça marche, et puis parfois ça revient sur le play model, mais tu sens qu'il y a une affordance comme ça du jeu qui est intéressante. Et c'est quasi un des premiers trucs que je fais quand je teste. Si on me dit d'aller tout droit, je vais en arrière. C'est ça. Et là, direct, les développeurs, mais normalement, c'est pas ça. Oui, mais bon, il y a peut-être quelqu'un qui va le faire. Et voilà. Ok, donc tes études finalement te servent dans le développement de jeux. C'est intéressant de montrer qu'il y a plusieurs voies d'accès au game design de manière très très large, mais à la création de jeux. Pendant tes études, tu es magicien aussi, c'est bien ça? Alors tout à fait, ouais. Donc c'est mon job d'étudiant. Pendant que je suis aux études, je continue. Enfin voilà, c'est toujours aussi cette appétence pour les arts de la scène. Je fais. Oui, c'est l'héritage de ta volonté d'être comédien à un moment. Oui, c'est ça. Moi, je fais du théâtre depuis que j'ai 12 ans. Et du coup, je découvre la magie par hasard sur le marché de Noël à Liège.
Ok. Voilà, vraiment par hasard. J'apprends quelques tours. Du coup, puisque je suis dans l'animation et que j'anime des jeunes, etc., dans des mouvements de jeunesse, etc., bah, forcément, je commence à faire quelques tours. Je vois que ça plaît bien, donc du coup, je m'intéresse parce que je suis un curieux de nature. Donc, je commence à apprendre de plus en plus de tours. Et puis, à un moment donné, bah, je fais un petit spectacle et ça devient un peu mon job d'étudiant pendant que je suis aux études. Ok. Donc voilà, je fais ça les week-ends pour les anniversaires, des choses comme ça. Et comment tu trouves les gens ou comment tu te places en gros? Bouche à oreille. Ok. Bouche à oreille. Ça a toujours été, et même dans mon parcours, c'est souvent les gens, ils m'ont vu travailler, ils ont bien aimé ou ils aiment bien ce que je fais et du coup ils me recommandent. Et ça s'est vérifié, et ça se vérifie encore aujourd'hui. Ça continue, oui, c'est ça. Donc c'est un métier voilà. de réseau et de contact. Souvent, quoi. Et puis voilà, à partir du moment où tu donnes tout ce que tu peux donner sur une presta, bah, voilà, les gens rentrent aussi dedans. Et puis après, c'est ça aussi qu'ils aiment bien, quoi. Donc oui, c'est resté. J'en fais encore un tout petit peu. J'allais dire, tu es toujours actif comme magicien? Ouais. Juste pour les amis ou. Oui, c'est ça. Mais tout un temps, j'étais très actif avec un de mes meilleurs potes, Laurent Piron, qui est devenu, lui, champion du monde de magie. Okay. Voilà, liégeois, grosse fierté. Sérieux, ouais, énorme fierté. Bah, bien sûr, attends, c'est énorme. Il y a J'adore, premier belge qui est champion du monde de magie. Donc, incroyable. Vraiment la classe. Et on était du coup ensemble au club liégeois des 52, club de magie à Liège qui est toujours actif, il a plus de 50 ans, des super bons magiciens et une vraie belle école d'apprentissage. Excellent, ok. C'est très original aussi comme job d'étudiant, je veux dire. Oui, carrément. Ouais. Je ne connais pas grand monde qui a fait ça. Ok, et donc après tes études, tu te lances dans une carrière, je veux dire, plus classique, c'est-à-dire que tu trouves un job, mais tu prends un emploi à temps partiel, enfin indépendant complémentaire, pour continuer à exercer ta passion finalement, d'une certaine manière. Mais vraiment à la fin de mes études, c'est un peu comme tout le monde qui finit ses études, quoi. T'es dans l'inconnu, tu dis ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Moi j'ai toujours eu une angoisse de ne pas travailler, tu vois. C'est vraiment une notion qui est toujours très ancrée chez nous, le sens du travail. Et donc chez nous c'est familialement. Familialement. Et donc voilà, je me retrouve là, je postule pour une thèse de doctorat, j'ai pas la bourse à ce moment-là, donc je postule, je suis engagé comme formateur dans le domaine des soft skills, Puis après, du coup, je bosse très très vite, donc mon temps plein, je vais le faire en mi-temps, donc je passe à mi-temps, ce qui est débile là, parce que du coup je faisais un temps plein mais en mi-temps et j'étais payé en mi-temps plutôt que des temps, enfin voilà. Et sur ce mi-temps là, bah, je développe une activité comme indépendant complémentaire, mais au début sur toutes mes passions aussi, tu vois, donc je m'essaye encore un peu à la scène. Niveau magie avec mon meilleur pote Laurent Piron, on fait quelques spectacles, etc. là-dessus. Je bosse comme formateur indépendant dans le domaine des soft skills, communication, gestion de projet, créativité, etc. Je crée des jeux comme freelance. Et quel genre de jeu? Eh bien, je crée des jeux pour les enfants et je crée des chasses au trésor. Ok, donc ça revient. Ça revient. En gros, il y a eu deux gros moments. Je réfléchis lequel des deux je dis en premier. Donc, un des moments, c'est justement avec mon job d'étudiant magicien, je rencontre un monsieur qui s'appelle Alain Thibault qui place plein d'artistes un petit peu partout et qui a des contacts dans plein de milieux événementiels, etc., à gauche, à droite. Et ce monsieur a créé un partenariat avec City 2, donc le centre commercial à Bruxelles, et il cherche des animations pour des enfants. Il me dit, ah bah tiens, tu ferais bien ça. Tu ferais bien ça, quoi, tu vois, je te vois, machin, etc. Je dis, bah oui, pourquoi pas, je suis tout jeune, je lui crée un jeu, le jeu marche super bien, donc je le crée pour lui, et puis après lui le vend là-bas. Tu n'as pas de contact directement avec le demandeur. Enfin, non, c'est ça. Moi, je suis. Il te sert d'intermédiaire. Exactement. C'est lui mon client et c'est lui vend.
Il aime vraiment bien. Ça se passe, la collab dure un petit temps. Moi, je fais d'autres choses. Je continue mes autres activités comme indépendant. Et puis, à un moment donné, ce monsieur travaille pour RTL. Et RTL cherche un nouveau game designer pour des activités qui s'appellent les Village Kids. Donc, c'est une espèce de parc d'attractions qui parcourt un petit peu Wallonie et Bruxelles et qui se montent des mondes en plusieurs temps. Je crois que ça, il y a quelques images qui permettent d'illustrer. Exactement, voilà. Et alors, du coup, il me dit, RTL cherche un nouveau game designer, etc. Et en fait, lui, avant de m'en parler, on parle à RTL. Il entend ça, il dit, écoutez, moi, je connais un gars. Il est formidable. C'est vraiment ce que vous cherchez. C'est le fit absolu. Et donc, il me dit déjà bien, je vais les rencontrer. Et quand je les rencontre, moi, je suis complètement l'outsider, quoi, tu vois. C'est ça. Pas une grosse boîte derrière avec non, exactement. d'expérience. Ouais, pas du tout, tu vois. À l'époque, je suis en couveuse d'entreprise, machin. J'ai même pas mon propre numéro de TVA. Ah oui. Et je sais bien qu'il y a d'autres boîtes qui sont aussi sur les starting blocks. Exactement, qui peuvent répondre au marché, parce que du coup, ils vont faire un marché. Et je les écoute, ils me disent tout ce qu'ils ont besoin, machin, etc. Je prends note, puis il me dit, bah voilà, envoie-nous ta proposition pendant 15 jours. Je bosse dessus, comme un taré. Et je suis naïf à l'époque, parce que tu vois, à la base, ils attendaient juste un pitch ou un devis, tu vois. Et moi, en fait, je leur fais tout le projet. Donc, je leur envoie tout le truc avec le game design, la conception. 200 pages. Ouais, c'était 120 pages. Mais vraiment tout, avec les plans, machin, etc. Tout le truc. Je leur envoie. Et puis, le gars me rappelle, il me dit, t'as trouvé ça où? Parce que nous, c'est important, on demandait des créations. Je dis, je les ai fait, quoi. Il me dit, attends, t'as passé tout ton temps à faire ça? Je dis, bah ouais, ce que vous me demandiez, je fais le truc. Il me dit, écoute, viens, il faut qu'on parle. Et j'y vais, il me dit, c'est exactement ça. Il me dit, c'est ça qu'on veut. Et donc, l'outsider qui vient de nulle part, etc., finalement, par la générosité finalement de ta proposition, parce qu'il y a une forme d'investissement généreux et de passion qui transparaît dans le document. Ah oui, carrément, parce que voilà, il y a tout qui est... Tout qui est déjà en place. Surtout, quoi, tu vois, ils peuvent directement comprendre ce qui les attend, ta capacité d'investissement, ta capacité aussi à avoir un projet d'ensemble et pas juste quelques petits pitchs, si je vois bien. Donc, je comprends que ça soit motivant de travailler avec... voilà, et donc ça vraiment, ça m'a permis du coup de créer du coup mon numéro de TVA, de passer, commencer à switcher d'indépendant complémentaire à indépendant complet. Et puis après, ouvrir cette activité, mais toujours en disant, ok, pour le moment, je crée des jeux et je répondais à toutes les offres. Et donc, c'est ça que je dis très rapidement, il y a eu une autre offre pour la création d'une chasse au trésor qui a été, en gros, c'est sur un site qui s'appelle chasseautrésor.com. Oui. Et ils ont relayé une information qu'une co-adventure, ici à Co, cherchait quelqu'un pour créer des chasses au trésor. Je dis, attendez. ça me connaît, ça. Ça me connaît. Voilà. Et voilà, chasseautrésor.com, super site qui référence toutes les chasses au trésor qui sortent. Très, très chouette gars qui gère ça. Et voilà, donc je vois le relais, je réponds. Pareil. J'arrive en ayant déjà fait la chasse, il me dit nickel, c'est ça qu'on veut, et maintenant on aimerait que tu fasses celle-là et celle-là. Et donc ça commence un peu à remplir ces activités-là. Ça me nourrit pas. J'allais dire, est-ce que c'est suffisant pour vivre? Non. Encore. Non, les premières années, moi je ne me paye rien. Mais quand je dis rien, tout est dans la boîte, quoi. Moi, le premier salaire que je prends, c'était 900 euros. Que je me prends comme salaire après. Et tu vivais où? Enfin, comment tu faisais? Parce qu'il faut manger quand même. Le truc, c'est que j'avais un peu bossé comme employé. Oui. Donc moi, je suis un écureuil. Donc je mettais de côté et je vivais de ça. Tu vois, et j'avais pas besoin de beaucoup pour vivre. Tu vois, tu te lances. Tu jeune et tu te lançais. Ouais. Voilà, donc. Et puis, j'aime bien bosser, quoi, tu vois. Donc je prenais tout, quoi. Toutes les activités, je donnais la blade de formation aussi à ce moment-là, et ça payait bien, mais tout l'argent, je le laissais dans l'activité chaque fois. Okay. Et
Et alors, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, l'activité a pris un peu plus d'ampleur. Parce que au début, du coup, je vendais mon game design à d'autres, mais que ça soit aussi bien pour du jeu de société, des applications mobiles ou du jeu vidéo. Et au fur et à mesure, j'ai internalisé les compétences. Et quand j'ai commencé à internaliser, là, je suis passé en société. Oui, parce que c'est pas internalisé, c'est pas juste toi qui acquérais ces compétences, c'est aussi des gens que tu as commencé à engager. Exactement. J'ai engagé un graphiste, un développeur. Okay. Ça, c'est le premier profil vraiment que tu pouvais pas faire uniquement par toi-même. Exactement. Premier profil, c'était un graphiste qui est et un développeur après qui a enchaîné. Et développeur parce que tu développais déjà des solutions numériques. Jusqu'à présent, on a parlé beaucoup de chasse au trésor, de game design, je veux dire. En live, en grandeur nature. Mais quand est-ce que tu switches au numérique? C'est quoi tes premières créations numériques? Les premières, c'est des studios en fait, qui me demandent du game design pour des apps mobiles. Okay. Je travaillais aussi beaucoup avec le secteur du tourisme, les musées, etc. Et donc forcément, quand j'amène la casquette gamification, apprentissage, psychopédagogue, généralement, il y a un bon match parce que je touche le milieu culturel, mais avec les connaissances et les compétences dans le gaming. C'est ça. Et donc, du coup, ça crée des expériences sur du numérique avec des premières applications touristiques que je fais en France, à Dubaï, machin, etc. À Dubaï, carrément. Ouais, t'es allé jusqu'à Dubaï directement? Mais c'est pas moi, en fait, c'est les gens qui... c'est les studios qui avaient... Des contrats extérieurs, des contrats, etc. Qui viennent chercher des compétences chez toi. Exactement. Ok. Et donc Endzone, finalement, au moment où tu l'as créé, c'est une entreprise qui sous-traite ses compétences avant tout. Oui, c'est une boîte de service. C'est une boîte de service. Carrément. Okay. Et comment est-ce que tu vas passer à une boîte qui développe ses propres propriétés intellectuelles, qui développe ses propres envies finalement? À quel moment est-ce que ça... Tu avais toujours eu ce plan-là? Je me souviens que tu m'as parlé d'un plan. Alors, c'est vrai. Je pense que c'est le bon moment pour le développer. Parce que je suis assez comme ça. À partir du moment où je me dis un truc, je lâche rien, tu vois. C'est genre, en gros, vraiment, si je me le dis, c'est que tôt ou tard, je le fais, quoi, tu vois. Et quand j'ai créé la boîte, donc moi, j'ai pas fait HEC, machin, etc. Par contre, je suis curieux et j'ai lu la blade de bouquins aussi en management, machin, etc. Et il dit, il faut un plan. Et du coup, je me suis fait un plan. Et je me suis fait un plan sur 10 ans, au niveau de la boîte, en disant, OK, moi, ce que j'aimerais bien, c'est créer mes propres jeux. Et ça, c'est l'objectif à 10 ans. Exactement. J'aime bien le jeu de grandeur nature, j'aime bien le jeu de société, j'aime bien le jeu vidéo. Jeu vidéo, c'est le plus coûteux. Donc, on va le mettre à la fin. Plus facile, un peu de grandeur nature, ouais, mais bon, voilà. Et du jeu de société. Et donc, du coup, en fait, j'ai fait un plan comme ça, en me disant, OK, pour aller jusque-là, qu'est-ce qu'il me faut? Et il y avait l'idée de se dire, OK, je commence par une boîte de services en visant l'idée de devenir une société de produits. Et je sais qu'à un moment donné, il va y avoir un croisement, quoi. Donc, c'est-à-dire que je vais faire au début très peu de produits, beaucoup de services. Et puis, au fur et à mesure, je vais commencer à diminuer le service pour augmenter le produit. Mais ça, tu dois le faire dans le temps. En tout cas, dans ma perception des choses, il y avait, attention au micro, dans la perception des choses, il y avait l'idée de le faire dans le temps pour pas se griller, tu vois. C'est ça. J'ai jamais été dans l'idée de faire un all-in, quoi, tu vois. C'est la philosophie de l'écureuil, c'est donc tu... Mais exactement, tu thésorises, et puis à un moment, tu investis intelligemment sur certains points. Voilà. Okay, c'est intéressant parce que c'est l'exact opposé de bien des boîtes en jeux vidéo qui, au contraire, sont sur un genre de premier tour de capital pour essayer d'amasser le plus possible, puis directement on injecte tout pour 2-3 ans et puis on voit si ça marche. Et il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche. Mais c'est intéressant d'avoir une autre manière d'envisager le travail et de l'ancrer, de l'inscrire dans un process beaucoup plus itératif et sur le long terme, quoi. Ouais. Et je pense que ça dépend aussi beaucoup des personnalités de chacun, tu vois. C'est-à-dire, chez nous, on a toujours fait très attention à l'argent, l'économie, machin, etc. On roulait pas du tout sur l'or, tu vois. Donc c'était une notion de
tu as 1 euro. Tu as une responsabilité. Voilà, tu vois, tu essayes d'en faire 2 avec ou au moins que tu en aies toujours un, tu vois. C'est ça. Et donc, du coup, il n'y avait pas cette idée de flamber, quoi, de dire, OK, on a plein de pognon, let's go, on y va, quoi. Donc, tu commences par des jeux de plateau. Alors, du coup, à partir du moment où on arrive à avoir suffisamment d'argent pour être au niveau du service, je me dis, OK, ce qui est le plus facile à produire, ça va être un jeu de société. Comme ça va me permettre de faire toute une boucle itérative d'éditeurs de jeux. Et je commence par un tout petit jeu, qui est un tout petit jeu de cartes, ça s'appelle Les Sortilèges de Goon. Je me dis, OK, ça c'est facile à produire, on peut... ce sera sûrement facile à distribuer. Au niveau du game design, je ne réinvente pas la roue, mais je fais un truc qui est bien, qui est léché. Et on fait toutes les erreurs que peut faire une jeune maison d'édition au démarrage d'un jeu. C'est-à-dire que la boîte, ici on la voit, elle est très sombre. Enfin, elle a un côté lumineux au centre, mais sur les tranches et tout ça. Oui, c'est ça. Et là, c'est parce que la photographe a vraiment bien bossé là-dessus, quoi. Mais tu l'as en vrai, voilà. Et en fait, ce qui se fait, c'est que quand tu le mets dans un rayon de magasin, tu la vois pas. Du coup, elle n'est pas bien positionnée. Au niveau des dos de boîte, le dos de boîte, il explique rien du tout. Tu vois pas le jeu avec le dos de boîte. Enfin, vraiment des erreurs de base d'éditeur, mais tu sais pas au début quand tu l'as pas fait. Et en l'ayant fait, tu ne le refais plus. Exactement, tu ne le refais plus. Et je le fais parce que derrière, j'ai l'idée d'un jeu cross-média qui est Guardians of Legends. Où l'idée, c'est un peu de réunir plein de passions. C'est avoir un jeu de société avec une application mobile et une vraie chasse au trésor. Et le combo, quand même. Le combo. Et cette idée de Guardians of Legends, je l'ai en tête depuis que j'ai 15 ans. Et donc, je fais les Sortilèges de Goon en me disant, derrière, je fais Guardians. Mais au moins, je fais C'est le même univers ? Non, c'est pas rien. C'est juste les sortilèges de Goon, c'est juste un premier run pour savoir jusqu'où tu es capable d'aller en le faisant. Oui, et c'est dire que sur un premier jeu, on va toujours faire des erreurs. Et donc, du coup, je vais d'abord faire une première boucle complète. C'est le processus de game design. Tout à fait. Tu fais une première boucle complète. Tu vois jusqu'où tu peux aller. Une fois que c'est par toutes les étapes, tu as compris toutes les erreurs que tu pouvais faire et tous les pièges, etc. à éviter. Et après, tu te lances sur le suivant. Tu es éditeur aussi ? C'est-à-dire que tu développes une chaîne de commercialisation ? Comment ça marche ? Alors du coup, l'idée avec dans Endzone, on crée notre maison d'édition, donc qui est une marque au sein d'Endzone qui s'appelle Lubie. L-U-B-E pour le côté belge aussi. Donc Lubie, le jeu de mots, l'abeille et BE belge. Belgique, qui se retrouve du coup à l'intérieur du studio et on fait effectivement tout le processus éditorial parce qu'on a envie d'être aux commandes sur nos choix créatifs au niveau de conception, puisque l'idée c'est de viser le produit, donc voilà, c'est... Oui, tu veux être autonome, quoi. On veut être autonome, quoi, tu vois, donc c'est ça un peu l'idée, qui est une idée carrément... C'est fou, franchement, c'est... Se dire qu'on va faire toute la chaîne par soi-même, alors que tu n'as aucune expérience, c'est quand même osé comme démarche. C'est osé. C'est une démarche d'entrepreneur. Voilà. Il y a le projet, il faut y arriver, on y va et on avance. Et donc tu te lances dans Guardian of Legends. Est-ce que tu peux expliquer un peu le concept ? Parce que ça mêle donc tes trois passions, enfin trois de tes passions, soyons plus exhaustifs que ça. On voit le plateau, les tuiles, les cartes, les jetons, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, quelle est l'importance des produits un peu transmédia qui viennent en plus, comment ça marche ? Alors, donc, Guardians of Legends, c'est un jeu de société sur la thématique des chasses au trésor. En gros, chaque joueur est un chasseur de trésors et il doit à la fois cacher des trésors et découvrir les trésors des autres joueurs. D'accord. Pour s'aider, il va donner des indices aux autres joueurs à l'aide de cartes postales. Et avec ces cartes postales-là, je réutilise la mécanique pour cacher à l'intérieur du jeu de société une vraie chasse au trésor. Et donc, il y a 10 cartes postales qui sont un peu différentes des autres, qui, elles, vont donner des énigmes
qu'il va falloir résoudre. On peut tout résoudre de chez soi. Ok. Jusqu'au moment où on a tout résolu. Et là, ça va donner l'emplacement exact du lieu. Et là, il faut aller sur place, prendre sa pelle, creuser un trou et on va sortir de terre exactement un coffre en bois. Alors, c'est pas l'œuf qu'on sort de terre, c'est un coffre en bois avec un parchemin à l'intérieur pour se déclarer vainqueur. Okay. L'œuf, il est à la banque, dans une banque à Liège d'ailleurs. Et c'est un œuf or pur 24 carats, presque 600 pierres précieuses, d'une valeur au lancement de 210 000 euros. Oui, vu le cours de l'or actuel. Ah, vu le cours de l'or, là, les gagnants, ils vont se faire plaisir. Okay. Et donc ça, c'est toujours en cours. C'est toujours en cours, ça fait 6 ans. On a fêté les 6 ans ici au mois d'avril. Et tu as une communauté autour de ça? Vous animez une communauté? Comment ça marche? Alors, donc oui, il y a une communauté, il y a des gens, il y a de nouveaux joueurs un peu toutes les semaines qui viennent rejoindre le groupe. Au niveau de l'animation de la communauté, ça c'est quelque chose qu'on a appris avec Guardians of Legends. C'est-à-dire qu'au début, j'avais l'idée un peu naïf et un peu old school de dire ok, je fais la chasse au trésor, je lance la chasse. Elle vivra comme ça, tu vois, quasi un peu poétique, quoi, du pirate qui laisse sa carte au trésor. C'est mon don au monde. Voilà, exactement. Et en fait, sauf que maintenant, ça se passe plus trop comme ça, quoi. Les gens attendent à ce qu'il y ait une animation, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de remettre plus en place maintenant et qu'on a directement incorporé dans nos nouvelles chasses au trésor, quoi. Parce qu'il y en a d'autres. Parce qu'il y en a d'autres, oui. Donc voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle un progressiomètre. Il y a un nouveau qui va sortir ici. Il nous l'a demandé il y a quelques années, où en gros les joueurs avaient pu nous envoyer leurs réponses. Ouais. Et on avait placé les joueurs en fonction de leur progression sur le terrain des solutions. D'accord, donc il y en a un qui est vraiment à l'avance, et il y a 352 personnes qui sont au base camp. Oui, c'est ça. Et il y en a qui sont dans l'eau, dans les champs, etc. Là, ils sont trompés. Voilà. Ok, excellent. Et comment les retours, ça se passe par Internet? Vous avez un site? Comment Oui, donc il y a un site web Guardians of Legends. On avait fait un forum à l'époque. Maintenant, on bascule tout sur Discord. Okay. Donc on a relancé un Discord du studio ici récemment pour réunir vraiment toutes nos communautés, que ce soit à la fois sur du jeu vidéo, des choses. Et ça vous permet d'avoir quelque chose de plus exactement, intégré. Ouais. Et là, le plus actif, c'est un Discord de joueurs qui s'appelle Guardians of Legends, okay. qui a été créé par des joueurs et qui est animé par des joueurs. Et là, du coup, de temps en temps, on passe dire bonjour et répondre à quelques questions qu'on diffuse après à toute la communauté, où on invite tout le monde aussi à venir. Ok, j'ai encore deux petites questions sur ce jeu-là. La première concerne les cartes postales ou les cartes intégrées. On est d'accord que c'est toutes les mêmes dans chaque boîte. Il n'y a pas un processus de collecte de cartes. Ah oui, non, c'est toutes les mêmes. Donc quand les gens achètent la boîte... Non, carrément pas. Quand les gens achètent la boîte, ils ont tout. C'est ça. Si quelqu'un de très perspicace, le lendemain, il peut aller creuser, quoi. Okay. Donc ça, il y a tout. Et c'est important parce que c'est des jeux de sagacité. Donc il y a zéro hasard dedans, quoi. C'est vraiment par la résolution, par les compétences des joueurs qui vont pouvoir trouver leur place. C'est important parce que on va dire, dans le mouvement actuel du marché, on n'est plus sur des jeux de collection, des jeux de packs à acheter, des choses comme ça. Non. Et là, en Belgique, on sait combien tout ça est réglementé et avec un contrôle légal assez important. Carrément. Okay. Donc non, justement, on n'a pas voulu rentrer là-dedans. C'est bien. La deuxième question que je voulais te poser, c'est quelle est la place du numérique dans cette dimension-là? Parce que, en fait, il y a une application mobile avec le jeu qui permet de voir à la base l'œuf d'or en réalité augmentée sur la boîte de jeu, et qui permet aussi d'avoir des éléments de temps, etc. Enfin, en gros, tu peux l'utiliser comme compagnon de jeu. Ouais. Et il y a des trucs qui sont cachés en lien avec la chasse, et je n'en dirai pas plus. Le message est bien passé. J'irai voir. Voilà. Ok, super. Du jeu dans le jeu, quoi. Je n'en doute pas. C'est Inception, en fait. Oui, souvent. J'aime bien.
Ok, donc ça c'est vraiment votre run, je veux dire, qui lance votre savoir-faire, qui perdure toujours à l'heure actuelle, etc. Mais on l'a dit, il y a d'autres licences, parce que finalement c'est des licences que vous lancez. Est-ce que tu peux en parler, en évoquer l'une ou l'autre, celles qui te paraissent les plus en lien avec le premier jeu, enfin pas le premier, mais Guardian of Legend, et puis comment vous avez progressé vers le jeu vidéo, dont celui qui est sorti hier? Oui. Eh bien, écoute, ça se fait au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, dans le jeu vidéo, on commence beaucoup par des applications mobiles. Oui. Parce que de nouveau, plus facile aussi à développer, plus léger. Et puis, ça te permet d'avoir plus rapidement des boucles itératives au niveau du jeu. On a pas mal de projets clients là-dessus. Ouais. Et puis, on commence à développer après nos premiers jeux vidéo PC console, de nouveau aussi pour d'autres studios ou beaucoup dans le culturel également, quoi, tu vois. Donc, d'ailleurs, au niveau liégeois, on a fait une espèce de Mortal Kombat, mais avec des marionnettes liégeoises. Donc ça, c'est un jeu. Exact, c'est un peu ça. Qui est toujours actif au musée de la Vie Wallonne. Ok, excellent. Très très cool, super projet. On l'a mis dans une borne, etc. Ça m'intéresse, j'irai jeter un. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Donc, très très fan. Et donc du coup, oui, voilà, on commence à développer ça et on bosse sur plusieurs jeux en parallèle. On fait un premier jeu, on fait un premier concept qui s'appelle Alias Chronicle. Qui est un jeu narratif d'exploration, etc., qu'on prototype rapidement, mais après qu'on itère, voilà, qui est, la page Steam est déjà en place. Il n'est pas encore en early access ou non, on est juste sur une annonce. Oui, bientôt en early access. On a terminé une première version du jeu, mais qu'on a envie de polish, parce qu'on n'est pas 100% satisfait de l'expérience joueur pour le moment, et donc du coup on a envie de c'est intéressant aussi parce que travailler. À la place d'avoir un genre de crunch, voilà, t'es pas du tout là-dedans. Tu gardes le jeu jusqu'à ce que tu en sois content, et puis en fait tu ne dépends pas d'une économie qui serait la release du jeu pour faire un max de cash directement après la sortie du jeu. Non, moi je suis sur un marathon. C'est ça. Pas sur un sprint. Je suis vraiment sur un marathon, et après. Par exemple, le jeu ici qui est sorti hier, lui, il avait une date parce qu'il sort en même temps qu'un film. Oui. Et donc, du coup, là, on peut l'aborder, on reviendra sur d'autres après, mais donc Hopper. Oui. Dis-nous en plus. Donc, Hopper et le trésor de Barbe Pig, ou la version anglaise Chickenhare and the Treasure of Spiking Beard. C'est le jeu qui est sorti ici hier, cette semaine. Et comment ça se passe? Donc, Chickenhare, à la base, c'est une licence américaine, c'est des comics books américains. La licence est reprise par Sony au début, qui fait un pitch dessus. N-Wave, studio belge d'animation, voit le pitch et dit « nous, on le développe ». Et donc, N-Wave a développé un premier film, Hopper et le hamster des ténèbres. Oui. Premier film qui sort il y a 3 ans, quelque chose comme ça, 2-3 ans. Je vois le film, je me dis tiens, c'est quand même cool, c'est dans l'univers des chasses au trésor, tu vois le film, tu vois déjà des scènes de gameplay, et du coup je contacte le studio. Je dis tiens... Au bluff, comme ça. Tu te dis, enfin pas au bluff, mais... Pas au bluff, vraiment... intéressé, mais tu n'as pas de contact spécifique avec le studio là. Alors, oui et non. En gros... mon meilleur pote avec qui je faisais la magie, son oncle a le studio. Ah. Donc il y a un lien. Ok. Mais encore une histoire de réseau. Souvent une histoire de réseau. Mais j'ai pas le contact direct. Donc je leur envoie, enfin il me donne son mail, je leur envoie un mail, je me présente. Il m'a vu une fois le gars, voilà. Il me dit ah oui ça va, je me rappelle. Il me dit je vois pas qui t'es. Et je lui dis que j'aimerais bien faire un jeu vidéo, voilà, là-dessus, parce que je lui explique les compétences qu'on a, le match que ça pourrait faire.
Il me dit c'est super, mais je suis en train de quitter le studio ici. Donc voici les contacts maintenant à voir et présente-toi là-bas. Donc c'est juste ça l'intro que j'ai eue. Donc c'était assez très fun. minimal. Exactement. Je présente les gens et ils me disent oui, mais ce qui va se passer, c'est qu'on sait qu'il va avoir une suite. Le film a déjà eu une bonne vente, etc. On sait qu'il va avoir une suite. Donc pour la suite, ça pourrait être un bon tempo, quoi. Et donc du coup, on rentre en discussion avec eux sur l'idée de faire une collab sur le jeu. Ils se disent c'est une super bonne idée de faire un jeu vidéo. Et du coup, ils vont voir d'autres studios, d'autres publishers pour voir si ça pourrait le faire, etc. Mais je pense qu'il y a un truc qui transcende chez nous, c'est le côté passion. C'est-à-dire qu'en gros, on n'arrive pas avec un pitch, on arrive avec le scénar, le concept. En fait, comme tu as toujours fait. Mais tu viens avec la Bible déjà. Voilà, et du coup, il y a personne qui s'est proposé ça de base, tu vois. Ben non. Et donc, et du coup, le scénar, il nous renvoie un feedback dessus, alors que et ils nous envoient 2 modifs à faire. Il dit première fois, on a peu de modifs à faire sur un scénario, alors que les scénarios, ils envoient passer la blatte. Donc vraiment, voilà, il y a un beau match là-dessus. Et donc du coup, en gros, Chicken Air, c'est l'histoire de Hopper, donc il y a un mélange entre lapin et poulet. Voilà. Et c'est jamais gros. C'est une idée, oui. Un lapin poulet qui est accompagné d'une tortue et d'une moufette, et qui sont des Indiana Jones pour les jeunes, quoi. Donc, entre Nathan Drake et Indiana Jones. Oui, voilà. C'est la chasse au trésor. Exactement. Au cœur du truc. Et le gameplay, c'est quoi exactement comme jeu? Alors, du coup, au niveau du jeu, c'est action-aventure platformer. D'accord. Voilà. On est là-dessus. Tu vas pouvoir utiliser les 3 personnages. Les 3 personnages ont des compétences différentes. Hopper qui peut planer, Archie qui peut glisser sur sa carapace. Archie, c'est la grenouille, glisser sur sa carapace ou défoncer des trucs. Et Meg, c'est une moufette. Elle peut utiliser les compétences spéciales des moufettes pour éloigner beaucoup d'ennemis d'un coup. Les compétences spéciales. Voilà. J'aime ta façon de le dire. De manière très en finesse. Ouais. C'est très joli. Et puis, ça a une esthétique assez spécifique. Merci. Comment est-ce que vous avez créé ça? C'est quel moteur? Alors, c'est sur Unreal Engine. Ok, le 5. Le 5. Alors, ce qui est facile quand on commence ce type de projet-là, c'est que la direction artistique est déjà posée. C'est-à-dire que, en gros, tu hérites de quelque chose. Oui, exactement. Il y a les visuels du film, etc. Donc, ça nous permet d'avancer plus vite. Oui. Mais puisqu'on ne fait pas, on s'est donné la contrainte de ne pas faire un film. Un jeu sur le film, mais de créer une nouvelle histoire. Oui, transmédia. Exactement. Et donc, ici, il y a un film qui sort la semaine prochaine, de Hopper, qui sort le 22 dans tous les bons cinémas du coin. Dans tous les bons cinémas du coin. Le Green New va diffuser, et il sera au Kinépolis, enfin vraiment, il y a un peu partout. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Tu parlais de l'esthétique que vous avez récupérée. Exactement. C'est que du coup, il y a aussi des mondes à inventer. Et là, sur les mondes, on doit être plus libre. On est plus libre, mais avec cette idée, on doit être dans la continuité de. Oui, évidemment. Sans réinventer la roue, quoi. Parce que, et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours fait avec des licences qui n'étaient pas les nôtres. En tout cas, c'est le feedback qu'on a toujours eu, c'est qu'on est vraiment attentif à la licence. Vous êtes fidèle à la Bible de la licence. On se plonge dedans, quoi. Tu es retourné jusqu'aux comics chez Oui, j'ai relu des comics, etc. Ils sont diffusés en français, ces comics? Non, en tout cas, moi, ceux que j'ai lus, j'en ai lu 2 et c'était en anglais, quoi. Donc, et voilà, donc il y a un côté très humour, très décalé, avec toujours des trésors un peu rien à voir, quoi, tu vois. Et en même temps, des mécaniques de jeu qu'on connaît et qui fonctionnent, et donc qui vont immédiatement fournir un plaisir de jeu accessible. Mais il y a quand même un hommage aussi à mes premières expériences de jeu, etc. Tu vois, moi, quand je disais, je passais la manette avec mes frères, on a fait ça sur Crash Bandicoot, avec calculateur de fois. C'était ça, quoi, tu vois. Et alors, et il y a des vrais partis pris dedans. C'est-à-dire que
maintenant, la plupart des jeux, ils ont des caméras libres. Ici, on a une caméra fixe. C'est une volonté parce que je voulais aussi un jeu qui soit accessible pour les plus jeunes joueurs. Je vois bien les plus jeunes joueurs qui ne sont pas des gamers dans l'âme. Il y en a qui le sont. Et eux, la caméra libre, et ils maîtrisent. Mais dans les premières expériences de jeu, la caméra libre, c'est une vraie contrainte qui n'est pas intuitive pour les joueurs. Bien sûr. Et donc, il y a eu ça. Les tests nous ont donné raison par rapport à notre public cible. Et il y avait l'idée de se dire, OK, moi j'aime bien faire des jeux qui rassemblent. Donc juste dire c'est un jeu pour enfants, ça m'allait pas non plus. Donc il y a le côté forcément où à l'intérieur de jeu, on a caché quelque chose en plus, qui est une vraie chasse au trésor, qui est cachée dans le jeu. Et là, il y a l'idée de se dire, OK... Quand tu dis vraie chasse au trésor, c'est-à-dire une chasse au trésor avec une récompense physique qui se trouve quelque part dans le monde qu'on partage réellement. Exactement. Donc là, c'est... le trésor, c'est... Enfin, le but du jeu, c'est de trouver la plume arc-en-ciel. Et on a vraiment fait cette plume arc-en-ciel. Donc c'est une plume en or, 18 carats, 7 pierres précieuses. Posé sur un livre en bois, et à l'intérieur du livre se cache en plus un kilo d'or 24 carats. Valeur de lancement 200 000, on disait 200 000 $, on est plutôt à 200 000 € maintenant avec l'or qui a bien monté également. Je ne peux pas me retenir de poser la question, comment vous financez ça? Alors, ça dépend. Ça dépend. Le plus dur à financer, ça a été Guardians of Legends. Le premier. Et en gros, qui a été beaucoup financé par la trésor de la boîte. En gros, je t'ai dit, l'écureuil. L'écureuil, et là tu as investi sur fonds propres. Oui, sur fonds propres. On a eu un sponsor aussi qui a mis aussi une partie, mais c'était... Un sponsor, c'est une prise de part dans la boîte ou bien c'est un intéressement au bénéfice Sur le projet. Sur le projet. Sur le projet. Voilà. Et alors, du coup, la plupart de nos trésors, c'est soit des sponsors externes qui trouvent un échange médiatique par rapport communiquant dessus. Voilà, on peut mettre en avant, je sais pas, tu as une marque de montre qui veut faire la promotion de sa montre, on pourrait faire une montre en termes de lot, par exemple. Mais celui-ci, c'est en interne. C'est du fonds propre. Donc les deux, on va dire, les plus originaux, enfin en tout cas ceux que je vois comme le plus originaux, c'est deux créations internes financées en interne. Oui, tout à fait. Tu vas au bout du délire. Hein. Mais parce que, alors oui, et pour plein de raisons. C'est-à-dire que je n'ai pas fait que la chouette d'or depuis que j'ai 8 ans. J'ai écumé, je ne vais pas dire toutes les chasses au trésor, parce que maintenant il y en a vraiment beaucoup, mais il fut un temps, j'étais à jour sur vraiment toutes les chasses au trésor qui étaient sorties. Et j'ai vu les bons côtés et les moins bons côtés. Et dans les mauvaise histoire, il y a des joueurs qui se lancent sur des chasses-trésors et à la fin, ils ont tout trouvé et ils n'ont pas le lot. Et ça a toujours été quelque chose, c'est si je fais une chasse-trésor, je veux que le trésor pour le gagnant soit garanti. Et donc, il y a l'idée de se dire, OK, en fait, le trésor, il est là au jour A. Si demain, il y a quelqu'un qui trouve le trésor, il l'a, quoi. C'est pas de je vais attendre qu'on va faire des ventes du jeu pour peut-être financer un trésor et faire une promesse de gars qu'il n'y aura peut-être pas. Donc voilà, ou se disparaître dans la nature parce que il y a beaucoup d'organisateurs qui sont sous des pseudos. Nous, voilà. Les gens, ils voient. Oui, c'est ça, ils voient notre tronche, ils trouvent l'adresse du studio très facilement sur Internet, ils vont venir, les gars, on n'est pas contents, quoi. Donc non, il y a vraiment l'idée de montrer patte blanche sur l'ensemble de nos chasses. Et c'est un des plus grands gages de qualité, hein, parce que tout est basé sur du trust. Hein, donc, à un moment donné, est-ce que les gens ont confiance ou pas confiance là-dessus, quoi. Non, en fait, tu construis ta marque sur de la confiance. Ah, mais carrément. Et donc, c'est pour ça qu'on a été organisateur ici. Donc, quand je dis, on a été auteur, pas spécialement organisateur, auteur pour plus d'1 500 000 € de trésors à travers le monde. Donc, quand je dis auteur, c'est pas spécialement nous qui avons organisé, mais c'est d'autres qui nous ont demandé des chasses. Et la moitié de ces lots ont déjà été distribués, quoi. D'accord. Et donc ça, c'est aussi un gage de qualité au niveau de quand on se met dans une chasse. C'est de la crédibilité. Voilà, on sait que tu as déjà donné des gages auparavant. Oui, exactement. Et au niveau de la prédiction de la durée de vie de ce type de jeu, toi, t'espères combien faire? Je suppose que ça ne se fait pas de manière complètement impromptue. Il doit y avoir quand même des jalons que tu espères pouvoir remplir, ou que tu espères que la communauté va pouvoir remplir progressivement. Comment tu planifies ça? Alors,
En gros, le point que tu expliques ici, c'est ce qu'on appelle l'équilibrage dans la chasse au trésor, c'est-à-dire savoir combien de temps elle va durer. Et avant de lancer ma première chasse au trésor, c'était une grosse angoisse. Tu vois, me dire, Oui, parce que ça peut être plié en 24 heures, cette oui, histoire. mais carrément. Et il y a déjà eu des histoires comme ça de chasse qui se résolvent très rapidement, quoi, tu vois. Okay. Et donc, du coup, en fait, j'ai créé une espèce de gros tableau qui me permet d'équilibrer mes chasses au trésor je suis rentré dans l'analyse de plat de chasse au trésor et j'ai créé des coefficients de difficulté par rapport à des typologies d'énigmes et de concepts d'énigmes, etc. Donc, tu as une méthodologie spécifique d'évaluation de la difficulté d'une chasse. Exactement. Et le truc, je pensais que tous les organisateurs ou tous les concepteurs de chasse avaient. Et en fait, en discutant avec eux, non, les gens avaient dit, bah non, ça un peu, voilà, tu vois, on espère que, on se dit que, machin, etc. Et donc ici, j'ai des échelles de temps, tu vois, donc à 3 mois, 3 à 6, 6 à 1 an, 1 à 3 ans, 3 et 5, et 5 et plus. Au-delà de 5 ans, je ne sais pas prédire. Okay. Et hormis Guardians of Legends, où il y avait un élément que je n'avais pas pris en compte sur la durée de jeu, mais que du coup j'ai intégré maintenant dans mon tableau de coefficients. Et tu peux en parler de cet élément ou... Non. Non. Mais du coup, depuis Guardian, je pensais qu'il allait durer jusqu'à 3 à 5 ans. On était plutôt dans cette fourchette de temps-là. On est au-delà. Et pour un élément en particulier que j'ai intégré, maintenant, sur toutes mes chasses, on est toujours dans la fourchette de temps. Ah oui. Toujours. Entanglement, ça devait durer... Parlons-en un petit peu. Entanglement, donc c'est quoi explique-moi un peu le principe et sa position dans la chronologie de l'entreprise. Oui. C'est le deuxième, le troisième? Alors, Entanglement, donc, c'est un jeu vidéo qui se fait sur le support de Sandbox, qui est une espèce de Roblox. Voilà. Et en fait, à l'époque, on cherche à rentrer en contact avec Roblox et Sandbox. Sandbox sont plus réactifs. Et c'est dans la vague NFT, multivers, etc. Tu le repères comment? Alors, je les repère parce que juste avant, on bosse pour les Schtroumpfs. Donc, on bosse avec une société qui s'appelle Blue Planet, qui ont pour idée de gamifier les NFT et créer une collection NFT avec les Schtroumpfs. Ok. Voilà, qui s'appelle The Smurf Society. Blue Planet était le nom de la société. Une collection de chaque Schtroumpf, tu as une carte par Schtroumpf? Oui, donc en fait l'idée c'était d'avoir 10 000 Schtroumpfs différents, en sachant qu'il y a 99 Schtroumpfs qui existent, donc nous on a dû en créer 100 de plus, et donc on a fait 200 Schtroumpfs en 3D avec des déclinaisons de ces 200 Schtroumpfs-là, c'est ça. Pour avoir 10 000 cartes uniques de NFT. L'idée de... Donc c'est comme ça, donc moi je travaille là-dedans, j'aime bien l'idée de la technologie, l'idée d'être propriétaire d'un élément numérique. Après, l'NFT, je trouve la manière dont pour le moment c'est utilisé, ça se cherche encore et c'est très spéculatif et du coup... Voilà, ça perd de l'idéologie à laquelle tu as envie d'adhérer. Voilà, c'est pas l'idéologie, c'est pas tout le potentiel que ça permettrait d'avoir. Et donc du coup, dans cette collab avec les Schtroumpfs, dans le domaine des NFT, on rencontre The Sandbox, qui ont une plateforme, etc. Numérique. Ils voient le jeu de chasse au trésor qu'on fait aussi à la base, et on rentre en collab pour faire un gros jeu, une grosse chasse au trésor qui s'appelle Entanglement et qui est cofinancée avec plusieurs entités de 1 million de cents. Alors 1 million de cents, c'est une crypto-monnaie à l'époque et on a une chance monstre sur le projet, mais vraiment de dingue. C'est-à-dire qu'au départ, quand on collecte ce million de cents, on en a pour 30-40 000 euros, je pense. Et entre le moment de la collecte et le moment de lancement de la chasse, ça a fait x10. Et donc, du coup, on annonce à la fin 400 000 euros de gains
qui ont été trouvés. D'accord. Donc, Oui, dague. parce que ça aurait pu aussi casser la gueule et tu avais 3 € à la fin. Mais carrément. Et c'est pour ça qu'on a annoncé 1 million de cents, mais à la fin, on distribue 400 000 euros, etc. Que vous avez donc distribué dans ce cas-là. Oui, qu'on a distribué. C'est fini. Voilà, c'est une équipe de 4 joueurs qui ont gagné le truc. Ils se sont répartis, il y a plusieurs wallets, etc. Ils se les ont répartis. Et comment ça marchait, le principe du jeu par rapport à une chasse au trésor? Donc elle était dans le monde réel? Non, elle était dans un jeu vidéo. Oui, c'est dans un jeu vidéo. On a fait tout le game design, tous les assets 3D, enfin tout le jeu, quoi. Okay. Il n'y a que le moteur qui est le moteur propriétaire de Sandbox, dans lequel on vient se greffer. Ouais. On fait notre code à nous aussi, mais on vient se greffer là. Ouais. Et en gros, donc c'est de l'action-aventure, RPG. Oui. Donc typiquement, tu vas résoudre des quêtes, tu vas parler avec des personnages, tu vas te staffer, tu vas résoudre des énigmes qui sont cachées dans le jeu. Et il y avait beaucoup le côté décentralisé, et donc du coup on planque des indices à la fois dans le jeu, sur les réseaux sociaux, sur le site web de la chasse, plein de trucs comme ça, quoi. Et les gens vont collecter tous ces indices-là. Ils doivent butiner un peu à gauche et à droite. Exactement. Et pas juste poncer le jeu jusqu'au bout. Exactement. Et donc grosse communauté qui se fédère avec ça. Quand tu dis grosse, c'est combien de personnes? Mais écoute, sur notre expérience des chasses-trésors dans le domaine des NFT, etc., je sais qu'à un moment donné, dans le pic, on a représenté 5% de la blockchain Polygon, ce qui est niveau monde, ce qui est juste énorme. Donc okay. il y a eu beaucoup de gens, etc., dessus. Et donc voilà, le jeu s'est bien lancé là-dessus. On est en train de préparer une suite qui va se faire cette fois-ci sur application mobile. Ouais. Plus avec The Sandbox? Plus avec The Sandbox, okay. Nous-mêmes directement. Donc Entanglement, mais juste pour vous. Voilà, exactement. Vous prenez votre marque et vous en faites une Oui, c'est ça. Oui, parce qu'Entanglement, c'est un univers. Entanglement, ça raconte l'histoire de Ogmore, qui au début dans le jeu, tu dis, ok, c'est un mage en fait, que tu dois essayer de retrouver, parce qu'il a fait une expérience qui a créé une brèche dans l'univers Sandbox et qui crée une brèche dans notre monde physique. Et donc, notre monde physique, il y avait dans The Sandbox, c'est des voxels, donc des cubes, des pixels, mais en 3D. C'était des cubes, et donc en gros, il a pu extraire un cube de Sandbox. Et ce cube, on l'avait matérialisé en physique. Et il était filmé 24 heures sur 24 sur Twitch. Et les gens, du coup, voilà, c'était ça. Ce fameux cube. Exactement. Et les gens pouvaient interagir avec ce cube-là en envoyant leur réponse. Et quand la réponse n'était pas bonne, bah, ça s'illuminait en rouge, okay, et ils voyaient directement sur Twitch que leur réponse n'était pas bonne. Et quand la réponse était bonne, bah, à un moment donné, c'est devenu vert all time. Et là, les gens ont su que la chasse était terminée. Et donc, et à la fin, en fait, on se rend compte que Ogmore, bah, c'est pas un mage, finalement, c'est une intelligence artificielle qui a été créée et en fait qui essaye de créer une brèche dans le numérique pour arriver dans le physique. Vous êtes à fond dans l'ère du temps au niveau des... Et on fait ça, l'IA n'est pas encore comme elle est aujourd'hui. C'est avant ChatGPT Ah oui, on était bien avant ChatGPT. Quoi. Mais on est sur... C'est quelle année ça? Je suis très mauvais sur les dates, c'est quoi, 2000... Je l'ai quelque part. J'ai vu dans les liens 2023, mais... ou 2022, un truc comme ça. 2022. Donc c'est post-Covid, ça c'est sûr. C'est post-Covid, oui. C'est post-Covid et c'est avant le boom de ChatGPT. Donc ça doit être 2022, parce que ChatGPT, il sort en novembre 2022, à peu près. Ok, ouais, donc on était avant. Okay. Et donc voilà, et en gros, je me base sur plein de trucs pour créer l'histoire, dont notamment prof de Liège de Marais qui parlait qui parlait de l'idée de, en gros, qu'est-ce qui pousse un peu tout organisme, c'est un peu la soif de sauver ses gènes. Et j'ai repris l'idée biologique, anthropobiologique, et je l'ai mis dans l'IA en me disant, ok, qu'est-ce qui se passe si une IA a comme seule ambition de sauver ses gènes, quoi. Et donc c'est ça qui se trouve un peu. Et apparemment, j'ai lu un article, il y a eu un truc qui s'est passé un peu comme ça.
en Australie, je pense, où ils ont voulu débrancher une IA et elle avait copié son code ailleurs. Et c'est exactement le pitch d'Entanglement à la base. Excellent. Je crois que je me plante dans les dates, parce que là, c'est décembre 2023. Ah ouais, on va décembre 2023. Et il faudrait que je vérifie pour ChatGPT. Ouais. Je préfère dire que je ne sais pas. Je me t'en touche. Ok. On mettra la date en vrai. Ça, on la postera. Il faut. Je compte sur Alexis. Un mot peut-être sur Alias Chronicle, et puis on passera à des questions du public. Avec plaisir. Écoute, donc Alias Chronicle, donc c'est un jeu narratif d'exploration. Ouais. On joue le personnage de Ninyu, qui est donc Ninyu, ça veut dire personne en espéranto. Ouais. Et c'est un peu une quête. C'est une quête d'identité, parce qu'il a une double appartenance. Il vit à la fois du monde des humains et du monde des elfes. Il découvre sa double appartenance à un moment donné, et il va basculer dans le monde de la magie, parce que dans l'univers d'Alias Chronicle, en fait, le monde physique et le monde magique coexistent, mais ils ont juste été dupliqués à un moment donné dans notre histoire, parce que les physiciens et les magiciens ne s'entendaient pas. Les humains et le monde magique ne s'entendaient plus, et donc ils ont dupliqué ce monde-là, mais il y a encore des passeurs qui peuvent passer d'un monde à l'autre. Et c'est la quête de Ninyu d'aller redécouvrir un petit peu ses origines à travers cette narration et cet univers. Tout se fait dans un livre, puisqu'on est dans des chroniques, tout se fait dans un livre style pop art, donc, qui s'ouvre, etc. Donc on est dans cette direction artistique. J'aime beaucoup les textures, très, très papier justement, enfin, c'est chouette. Merci beaucoup. Vous êtes combien pour développer ce genre de... Alors au niveau de toute l'entité Endzone, on est 30. Pour le moment. Et tous des employés ou tu as des freelances comment en ETP, oui, on est 30, enfin, vraiment employés, etc., on est 30 dans la structure, et puis après, on a des freelances qui viennent s'ajouter, etc., au niveau du groupe. Mais sur la partie section jeux vidéo, oui, ça fluctue. Je dirais la core team, c'est une vingtaine de personnes, et puis après, qui fluctue. Quoi. Je crois que la première question est un peu intéressée, parce qu'on demande si vous prenez des stagiaires. Oui, on prend des stagiaires. Je vous avoue que des fois on limite les stagiaires juste pour une question de place. On a à l'étroit maintenant dans nos locaux, et on a juste assez de place pour prendre des stagiaires. Mais sinon, oui, on prend des stagiaires. Ils t'écrivent un mail avec un CV. Voilà, alors écrire un mail avec leur CV et réassister. C'est ça. On reçoit trop de mails. Oui. Et on remarque que souvent les stagiaires qu'on prend, c'est ceux qui ont vraiment assisté. Qui grattent à la porte. Exactement. Il faut montrer qu'on est motivé. Comme toi. Une deuxième question. Comment les chasses au trésor t'ont aidé à développer des connaissances en game design, level design, narration, gameplay ? Est-ce qu'il y a un équilibre qui s'est créé progressivement entre des connaissances intuitives, t'es mise à l'épreuve sur des chasses au trésor ? Est-ce qu'il y a des théories qui permettent d'améliorer tu vois, il y a beaucoup de bouquins sur du game design, des choses comme ça. Est-ce que la chasse au trésor est une bonne voie d'accès ? Tu peux dire non. Je ne vois pas un lien direct comme ça. Moi, je dirais ce qui m'a le plus formé. Je repense toujours à je crois que c'est une des premières phrases de Jesse Chell dans son livre. C'est en game designer qu'on devient game designer. C'est ça. Et ça a été surtout par la pratique et les théories. J'ai lu plein de bouquins sur le game design, etc. Et j'ai appliqué. Et avec toujours l'idée de rester par rapport à sa création laboratoire. J'appelle laboratoire, c'est ce que tu fais de ton côté, etc. Et dire que la vérité viendra toujours des joueurs. Et donc, voilà, c'est tester, prendre des feedbacks, etc. Et même à la fin, quand on arrive à la fin du jeu, on se dit toujours, on n'a jamais assez testé. Et c'est le cas de tous les... Enfin, je ne connais pas un studio qui se dit, nous, on est bladé niveau test, là, on est ultra confiant, tout peut sortir.
Non, c'est qu'en vrai, si tu pouvais encore plus tester, tu le ferais, quoi. Vous avez interné le Q&A, le process de qualité, tu vois, de test justement. Est-ce que c'est en interne? Comment ça marche? En partie, en fait, on fait un peu les deux. Donc nous, il y a des joueurs qui viennent du coup au bureau, Ouais. on les installe, etc. On met les ordi, on regarde, on refait de l'analyse de l'activité. Du coup. Ok, ouais. On regarde comment ils jouent et on prend des feedbacks sur leur manière de jouer, en sachant en étant le moins intrusif possible. Mais c'est quelque chose qu'on a envie de développer, quoi. Moi, je suis dans le processus d'une thèse justement pour le moment là-dessus. Et tu t'ennuyais. Ouais, voilà. Mais non, parce que en gros, cette réflexion, elle vient de dire, finalement, le travail de recherche, je le fais en interne. Pourquoi pas à un moment donné en faire vraiment quelque chose et le valoriser. Ouais. Exactement. Et donc c'est cette idée-là de se dire, ok, à un moment donné, la question de l'engagement du joueur à travers le jeu, tout vient aussi de l'expérience de jeu et comment tout a été combiné, à la fois le jeu, la qualité du jeu, l'UX, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a envie de passer de temps sur un jeu ou pas, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis, quand même, tu as construit des outils. On parlait tout à l'heure de la typologie de la durée. C'est quand même assez unique et original. Donc, bon, je suppose que ça fait partie aussi de la valeur de la société, de l'expérience et ce type de documents. Mais à un moment, en publier une forme de version, peut-être pas allégée, mais en tout cas pas complètement opérationnelle, mais au moins sur les grands principes, ça peut être intéressant. Pourquoi pas c'est vrai que tant qu'on fait des chasses au trésor, pour le moment, c'est vrai ça a été une question, tu vois. Mais tant qu'on en fait, on le garde un peu. Par contre, on n'est pas du tout avare, c'est-à-dire qu'on a aidé plein d'organisateurs et d'auteurs de chasses au trésor avec ce process en leur donnant du feedback, quoi. Alors, tiens, là-dessus, selon mon analyse, ça devrait durer machin, etc. Ouais. Là, il y a des nœuds, enfin des choses comme ça. Mais, ok. Voilà. À propos des chasses au trésor, j'ai encore une question sur la durée, un peu sur la durée de vie, mais comment est-ce qu'un jeu de société peut survivre lorsque la chasse au trésor se termine et que les trésors est déjà trouvé? Et est-ce que ça vous fait peur parfois? Ou est-ce que vous capitalisez aussi sur la post-trouvaille? Ouais. Eh ben, c'est un avantage parce que je ne vends pas une chasse au trésor. C'est un bonus en fait. Oui, je vends un jeu et à l'intérieur du jeu, il y a une chasse au trésor. Tu vois, le Guardians of Legends, à la sortie, c'était 36 €. Ouais. C'est le prix du jeu. C'est ça. Donc tu ne payes pas plus cher parce qu'il y a une chasse au trésor d'or. Et donc l'idée, c'est de bosser d'abord le jeu. Ouais. Il faut que le jeu soit qualitatif à la base. Quand Chicken Air, on l'a lancé, on a d'abord communiqué sur le jeu. Et après, sur la chasse au trésor. C'est ça. Et le prix du jeu, c'est le prix d'un jeu qui est une chasse au trésor et qui n'est pas une chasse au trésor d'or, quoi. Quelque part, c'est presque une manière de te faire plaisir, d'introduire ces chasses au trésor dedans, tu vois? Oui, carrément. Et en fait, c'est venu aussi d'une rencontre parce qu'à la base, je faisais une chasse au trésor. Je voulais faire Guardians of Legends et c'est tout. Je voulais en faire une. C'était un plaisir, c'était un rêve de gosse et je l'ai fait, tu vois. Et c'est juste qu'à un moment donné, les gens ont dit « Ah, attendez, vous l'avez fait, nous on aimerait bien en faire une, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Et du coup, on a commencé à en faire de plus en plus. Et à un moment donné, après, il nous a dit « Mais c'est votre ADN, les gars. » C'est ça. En fait, c'est devenu votre marque de fabrique. Oui, carrément. Clairement. Et ça, j'ai eu le feedback là de la part de Chine. On a dit « Mais c'est tellement galère pour un studio de trouver un USP, de trouver une identité. Vous en avez une, vous devez beaucoup plus surfer dessus, quoi. » Tu as eu ce retour de qui? J'ai pas entendu. De la part d'un publisher. Ah, d'un publisher, oui. Okay. Donc, à la GDC. On parlait de ça. Tu as fréquenté différents festivals? Oui, on fait généralement GDC et Gamescom. C'est les deux gros qu'on fait. Ouais. À propos, ton ancrage dans l'écosystème wallon, tu as des collaborations avec d'autres studios? Carrément. Est-ce que tu as des contacts avec Walga à un moment? On voit que c'est difficile les conditions politiques actuelles pour Walga, mais comment vous formez une identité du jeu vidéo wallon? On peut parler de ça? Oui, on essaie de collaborer. Par exemple, sur Chicken Air, on a appelé les copains. Il y a Fishing qui sont venus bosser un peu dessus. Il y a Frosty Frog qui sont venus bosser un peu dessus. Ok. Parce que je pense que
on a des talents dingues en Belgique sur le jeu vidéo. Mais dingues. C'est parce qu'on a moins le côté un peu cocorico, mais c'est vrai que l'Ariane, c'est un studio belge. Ils ont chopé le Game Awards, etc. au niveau monde, quoi. C'est en Belgique, quoi, et on n'en parle pas assez. Certains vont dire ça en Flandre, mais... Bah non, c'est scandaleux de dire ça. Mais alors là, mais non, c'est en Belgique, Et ça, alors là, tu vas me lancer sur un sujet. Ça, on n'a pas du tout préparé. C'est très bien. Mais non, alors pourquoi je parle de ça, c'est parce que sur les salons, justement à l'international, les studios, on est là, mais les gars, on est A. Et ça fait quelques salons où à la base on avait Austin Belgique, tout à fait. Et chaque studio avait son booth sur Austin Belgique, et maintenant ils sont en mode, ils séparent Wallonie, Flandre. C'est ça. Et en tant que studio, on se parle des deux côtés, on est tellement désolé de voir ça. Parce que ça n'a pas de sens. À l'international, les gens ils viennent chercher déjà la Belgique, ils savent à peine où c'est, etc. Alors si tu repars Wallonie-Flandre, ils disent mais Flandre, qu'est-ce que c'est? Non, je suis d'accord. Ça n'a pas de sens. Je l'ai vu à la Gamescom, je l'ai vu Slush en Finlande. Tu vois, c'est vraiment cette logique de l'atomisation, alors qu'on est dans une perspective internationale et que c'est pas possible d'atomiser à ce moment-là. Non, ça n'a pas de sens. Et puis voilà, moi je trouve il y a une fierté d'être belge. On dit belge, quoi, tu vois. Donc voilà, je sais. on pourrait continuer. Tu lançais c'était la collaboration avec d'autres la collaboration. Et le lien avec les lobbies, le Walgaf, les gars, Brussels Gaming, etc. Et moi, je rêverais d'une grosse coprod avec plusieurs studios wallons où du coup on touche on se fédère et on fait un double A, triple A, tu vois, où il y a moyen, tu vois, si chacun amène ses compétences, ses billes dedans, on en discute, on est en discussion, etc. Mais ça va prendre du temps, etc. Parce que on voit qu'il y a le potentiel, on voit qu'il y a le savoir-faire. Des écoles maintenant, carrément, il y a des écoles qui sont là, et ça va, au fur et à mesure, ça va prendre le temps, ça va se bonifier avec le temps, mais il faut l'amener, quoi. Il faut offrir l'écosystème pour ça. Donc, et pour ça, il faut aussi les moyens, quoi. C'est-à-dire quand on voit en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, les fonds qu'ils mettent dans le jeu vidéo et ce qu'on met en Belgique, c'est ridicule. Alors, en Allemagne, ils libèrent 700 millions par an dans le jeu vidéo. En Angleterre, C'est pas les examens habituels. Tu vois, d'habitude, on cite le Québec pour le crédit d'impôt et les pays scandinaves aussi. Mais là, tu cites Allemagne, Angleterre, Espagne, c'est étonnant. En Europe, c'est ça. Et en Belgique, on est tous conscients, on est en retard dans le. Il y a le tax shelter. Est-ce que tu mobilises ça? Oui, on mobilise, mais c'est dérisoire par rapport à ce qui existe dans les autres fonds. Ça doit être en complément. On doit avoir beaucoup plus d'acteurs aussi. Privés et des aides qui viennent plus en complément, c'est une aide. Mais sur des prods, à l'étranger, il y a 75% de la prod qui est financée avant qu'ils commencent quelque chose, quoi. Nous, on n'est pas du tout sur ça. Et sur des ratios en plus, parce que nous, on est limité. Si imaginons une grosse prod, etc., etc., et peut aller chercher peut-être 1 million, autour d'1 million, tu vois, entre 800 et 1,2 million de tax shelter. Mais sur un jeu vidéo, c'est beaucoup et c'est rien pas à la grand fois. chose. Tu fais pas un triple A avec ça. Donc il n'y a pas cette limite-là dans le secteur du cinéma pour le tax shelter. On l'a dans le jeu vidéo. Donc ça n'a pas de sens. On est en retard. Si on est en retard. J'ai jamais vu quelqu'un qui est en retard qui se met ses propres limites et moins de moyens, tu vois. Donc non, justement, faut booster parce que le secteur est en croissance, il n'est que en croissance. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? C'est que on agrandit l'écart. C'est ça. Bon, si cette vidéo est écoutée par des gens qui ont le potentiel pour faire avancer les choses. Je continue les questions du public. Merci d'avoir posé des questions. Est-ce que vous avez déjà vu un joueur ou une joueuse gagner une chasse au trésor par chance? Non. Donc ça, c'est quasi impossible. Non. Alors, je ne peux pas un jour te dire, je creuse ici, allons-y. Non, parce que justement, en fait, il y a des principes où tu sais qu'à partir de un certain nombre de centimètres dans le sol, c'est plus du hasard. C'est ça. Donc voilà. Mais ça,
Je fais aussi un peu de détection de métaux. Ok. Et ça, c'est la théorie qui te le dit. Tu sais bien que... Tu ne peux pas y arriver juste en te baladant. Non, ok. non. J'ai déjà vu des gens qui ont trouvé des trésors par hasard. Ok. Ah oui, mais j'ai jamais entendu des gens qui gagnaient une chasse au trésor par hasard. C'est ça. Est-ce que vous envisagez de contacter des streamers pour faire de la publicité pour vos jeux? Oui, on cherche tout le temps donc des D'accord. streamers. Donc s'il y a des streamers, n'hésitez pas à nous contacter. Envoyez des mails Voilà. et assistez. Est-ce que vous pensez faire une collaboration avec d'autres studios liégeois et belges? Ça, c'est bien. Ouais, carrément. Mais il y a quelque chose de concret? Et à part Phishing, tu as cité aussi Frosty. Frosty. Ouais. Des gens comme Abracam, vous avez des contacts? Abracam, on se côtoie, mais on n'est pas sur les mêmes types de jeux. Non. Puis eux, ils utilisent Unity, nous Unreal, sur la partie PC console. On utilise Unity, nous, pour la partie pôle mobile. Oui. Et donc, voilà, il n'y a pas de collabs qui sont faits, mais c'est un super studio qui bosse très très bien. Et qui sont pas loin non plus. Et qui sont pas loin, etc. Et THQ Nord, le nom m'échappe maintenant. Ceux qui ont fait Outcast 2 dernièrement. Apple. Ouais. Vous avez des contacts, des Non, je n'ai collaborations? pas de contact avec Apple. J'ai contact avec des gens qui bossent chez Apple, mais je n'ai pas de contact avec Apple entité en tant que tel. Ouais, voilà. Okay. C'est parce qu'on l'a reçu aussi, Pablo. Ouais, très chouette gars aussi. Passionné aussi. Vraiment, aussi. ouais. En fait, c'est ça qui est génial dans ces interviews, c'est que je rencontre que des gens passionnés. Donc c'est formidable. Je pense que tu ne peux pas faire ce métier si tu n'es pas passionné. Ouais, je comprends. Je continue, il en reste 3. Est-ce que vous considérez, en vue de votre parcours, que tous les chemins professionnels peuvent mener à une carrière dans la conception de jeux vidéo tant qu'il y a de la passion derrière? Quelque part, tu as un peu répondu, mais oui. Cette compétence à acquérir avant de se lancer, est-ce que tu as des conseils? Mais je pense que ce n'est pas le chemin le plus facile. C'est ça. C'est vrai que moi, je dois refaire ce que j'ai fait maintenant. Je pense qu'au début, j'essaye d'aller bosser dans un studio. Enfin, tu vois, je sors des études, etc. J'essaye d'aller bosser dans un studio, emmagasiner un max d'infos, etc. Apprendre tout ce que je peux apprendre avant d'envisager de moi-même me lancer, etc. Et je crois que j'ai eu cette chance-là de pas savoir toutes les contraintes et les galères par lesquelles j'allais passer avant de le faire. Tu n'avais pas conscience. Sinon, tu signes pas à l'avance. Tu n'avais pas dit que c'était impossible, donc tu l'as fait, c'est ça? Exactement. Alors ça, c'est une phrase qui résonne bien, tu vois. Et tu vois, là, on est chill, on discute, mais l'entrepreneuriat, c'est que des hauts et que des bas. Mais c'est les deux. Et quand tu es dans le haut, c'est très grisant et maintenant, tu en profites parce que tu sais qu'il y aura un bas. Ouais. Et quand tu es dans le bas, au début, tu te dis c'est bon, je plaque tout. Tu vois. Ouais. Mais non, en fait, tu as envie. Maintenant, je profite aussi du bas en me disant ok, c'est passager, il y aura haut. Il y aura haut. Soyons, parce que tu as l'expérience. Parce que j'ai l'expérience. Ouais. Mais au début, quand tu l'as pas, c'est dur de se le dire. Je comprends. Est-ce qu'à l'avenir, vous considérez vous consacrer à 100% aux jeux vidéo ou bien est-ce que vous voulez garder une part d'investissement dans d'autres domaines de création comme le jeu de société? Donc en gros, est-ce que maintenant que tu as les capacités financières et on va dire le background technique, que ta stratégie d'écureuil a bien fonctionné, tu vas te consacrer principalement aux jeux vidéo ou bien est-ce que la dimension transmédia, parce qu'elle est présente, va rester? Tu vas continuer à faire des jeux de plateau, des GN, des chasses au trésor Je vais continuer, mais là, pour le moment, j'ai 3 pôles qui sont autonomes. Donc, j'ai une section application mobile qui est autonome, j'ai la maison d'édition qui est autonome, j'ai la partie jeux vidéo qui est autonome. Okay. Je pense que les 3 vont continuer à faire leur vie, mais pas de la même manière. Ouais. Et c'est plutôt, est-ce que ça va s'arrêter? Je ne pense pas, en tout cas je ne l'espère pas, je touche du bois, je n'espère pas, mais je suis certain que ça va se développer différemment, c'est clair. Okay. Pour la partie jeu de rôle grandeur nature, j'ai un projet en tête. Okay. Je compte bien réaliser un jour, donc, et c'est dans les plans. Donc, voilà. Si c'est dans les plans, ça le fera. Ça va le faire, tôt ou tard, ça le fera. Chez nous, au Liège Game Lab, on a un truc, c'est si on a ouvert un Google Docs avec le titre du projet, avant, ça se fera. Voilà, c'est bien. Dernière question, quelqu'un veut savoir ta plus grande fierté, le truc dont tu es vraiment
fier et qui est un accomplissement important dans ton parcours que tu veux mettre en avant? Alors, tu sais quoi? C'est très dur. Alors, D'en piquer un. Mais non, tu sais, parce que je suis pas vite fier ou satisfait. Ah oui. Tu vois? C'est Ok. qu'en gros, moi, j'ai toujours l'angoisse de l'après. Oui. Je me considère pas que j'ai fait grand-chose, tu vois. C'est ça. Et c'est parce que les gens disent si, t'as fait des trucs, machin, etc. Attends, c'est quand même. Là, on a quand même vu 2-3 trucs. Ouais, mais moi, je me dis, je suis encore nulle part. Ok. Et c'est parce que je me dis, je suis encore nulle part que j'ai envie d'aller encore plus loin, tu vois. Ouais, je comprends. Parce qu'en gros, sinon. Mais c'est presque cette envie de continuer. Oui, c'est ça. Mais après, je crache pas dans la soupe non plus. Je suis très content de plein de choses. Je suis très content de vivre déjà de ma passion. Je suis super content de ça, tu vois. Je suis content que qu'on ait 30 personnes, en pensant qu'au début je ne me payais pas, que maintenant on est 30 personnes à pouvoir se payer tout le mois. En un laps de temps assez restreint, ça fait 12 ans. Ouais, 11 ans en 2014. C'est ça. Ouais. Donc oui, ça, bien sûr, je suis très fier de ça. C'est des petits morceaux de fierté ou en tout cas de. Mais le meilleur reste à venir. Ouais, toujours. Très bien, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Vincenzo. Merci pour l'accueil. Merci à tous et à toutes pour votre présence. Merci à ceux en ligne qui découvriront la vidéo. Il y aura encore, je crois, 4 émissions pour cette 3e saison et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures vidéoludiques. À bientôt.